Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Ker, mon cher Ker, il paraît que quand tu étais comme ça très proche du soleil, tu en as aspiré toute la luminosité et tu es là pour nous la transmettre. Est-ce vrai ? Tout à fait. Tout à fait. Tel le baron Harkonnen, je suis lumineux. Ok, chacun ses refs. Du coup, mon cher Ker, est-ce que tu veux commencer par le point pognon, peut-être ? Ben oui, tout à Parce fait. que je mon sais cher que Greg. pour toi, si ce n'est pas l'argent, rien n'a d'intérêt. Non, alors avant le point pognon, juste pour vous rappeler qu'on a ouvert une page sur Spotify où vous retrouvez nos vidéos en version audio. Donc si vous voulez nous aider, parce qu'au début il faut lancer un peu la machine Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à écouter. Et aussi il y a un truc, c'est qu'on nous a dit qu'il fallait appuyer sur sur le podcast Cult Technique, mettre 5 étoiles. Ça va aider beaucoup les personnes qui arrivent sur des podcasts. Comme ça, sur Spotify, il faut engranger un certain nombre d'écoutes, un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de 5 sur 5. Donc si vous aimez Cult Technique, si vous aimez notre travail, si vous avez envie de nous aider, si on vous fait de la peine, et vraiment il faut y aller, abonnez-vous quoi, les mecs et les dames. Voilà, et passons au point pognon, mon cher Greg. Et là, j'avais l'air triste. Je le suis beaucoup moins. Moins que d'habitude. Certains que je vais évoquer dans le point pognon, mon cher Greg. Tu vas voir. Alors, on va commencer par Dune, partie 2. Au moment où on enregistre la vidéo, le film vient de sortir sur les écrans des États-Unis d'Amérique. Et du coup, on n'a pas encore le box-office et les estimations sont de 60-70 millions de dollars pour son premier week-end. Mais quelque chose me dit que j'ai envie de croire qu'il va faire plus. Il y a d'abord d'excellentes critiques. Le film est à 94% de critiques très positives sur Rotten Tomatoes. Et il a fait un excellent démarrage en France. Donc rappelons d'ailleurs que le premier avait une sortie américaine simultanée sur HBO Max et au cinéma, ce qui fait qu'il avait du coup engrangé beaucoup moins en salle. Ce qui n'avait d'ailleurs pas été le cas en France, il était sorti un mois en avance. Là, c'est une sortie mondiale avec un excellent bouche à oreille, la renommée de Dune partie 1. Donc on peut espérer que Dune soit un joli succès et pourquoi pas prendre la tête du box-office mondial. Ça serait d'ailleurs extrêmement cohérent sur l'année 2024 dès son premier week-end. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, le plus gros succès de 2024 au cinéma à travers le monde, et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, c'est The Beekeeper, l'apiculteur de Jason Statham et de Greg également qui en a si bien parlé. Donc un documentaire avec Jason Statham sur l'apiculture, comment élever au mieux ses ruches. Quel bois utiliser pour faire de belles ruches ? Est-ce que c'est mieux le miel sans sucre ou avec sucre ? Comment les enfumer ? Voilà. Aussi, il y avait comment bien malaxer le miel pour le rendre plus goûtu. Ouais. Et, il y avait le fait donc, que le miel est extrêmement inflammable aussi. Ça, c'était important dans le film. Ouais. Et Jason Statham est extrêmement inflammable. Ah, il a statamé de ouf pendant le film. Ah oui. Il passe le film vraiment sans cesse, il ne s'arrête jamais, il statame vraiment au début, au milieu, à la fin, c'est vraiment, il ne fait que statamer. Ouais. Tout à fait, et je ne sais pas comment rebondir après tout ça. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai dit c'est le plus gros succès dans le monde ? Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé depuis quelque temps et qui, je trouve, est étonnant. C'est que par exemple, sur des sites référents sur le box-office comme Box Office Mojo, on ne prend plus en compte les films chinois qui sont diffusés et rapportent moult dollars. Alors c'est pas la monnaie chinoise, des dollars chinois donc en l'occurrence sur le marché chinois. Avant on les comptabilisait, maintenant ça n'est plus le cas. Et pourtant le cinéma chinois se porte extrêmement bien. Là où Jason Statham fait 150 millions, et ben le film YOLO, qui est donc le nouveau film de la réalisatrice oui, il me semble que c'est une réalisatrice du film I, Mom, qui avait été un énorme carton il y a quelques années. Et ben YOLO a dépassé les 500 millions de dollars en moins d'un mois. Donc c'est énorme. Et il y a un autre film aussi qui cartonne de ouf et qui est à 400 millions de dollars, c'est Pegasus 2,
qui est la suite de Pegasus 1. Je n'ai vu aucun de ces films, je m'en excuse. Petite information, là où je vous disais que ça marche plutôt bien le cinéma en Chine, ils ont récolté 1,1 milliard de dollars sur la période donc du Nouvel An lunaire. Voilà, mon cher Greg. Donc c'est relativement solide. Et dans tout ça, il n'y a aucun film américain qui fonctionne. Il y a eu deux grosses sorties américaines sur cette période, qui a été Migration, qui a bidé, et Argyle, qui s'est également vautré en long, en large et en travers. D'ailleurs, Argyle, vraiment, ça fonctionne pas, le nouveau film avec Henry Cavill. Alors si je dis Henry Cavill, c'est que, à mon avis, mon cher Greg, moi je ne l'ai pas vu, tu ne l'as pas vu. Au vu des retours, il y a baleine sous caillou, comme on dit, anguille sous roche, concernant Henry Cavill dans Argyle. Je me demande, alors ceux qui n'ont pas vu le film ne seront pas spoilés, et ceux qui l'ont vu vont doucement rigoler, mais mon cher Greg, je me demande s'il n'y a pas, dans ce film-là, un Bryan Cranston Godzilla, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le film en tout cas se vautre littéralement au box-office. C'est fait par le réalisateur de Kingsman, et pour l'instant, à travers le monde, il n'a récolté que 88 millions de dollars. Alors vous allez me dire, moi, si on me donne 88 millions de dollars, je suis content. Oui, mais si vous êtes ceux qui ont fait Argyle, vous pleurez. Je me permets juste, Kerr, de préciser, parce que les gens vont peut-être pas savoir de quel film tu parles depuis 10 minutes. C'est Argyle. Et Argyle, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans le sol, qui bloque l'eau. C'est comme un peu, tu vois, c'est presque rocheux, mais c'est vraiment, ça n'a aucun rapport avec Henry Cavill. Hein. Enfin, peut-être qu'il fait des balades dans la forêt, tu vas me dire, mais... On m'a dit, viens, on va voir Argyle. Moi, je vois le nom du film, je me dis, mais Argyle, pourquoi tu dis, ok, c'est pas un film d'action. Toi, tu penses sédiment dans ta tête tout de suite. Mais moi, je pensais que c'était des maçons qui faisaient une terrasse. Donc, en fait, ah oui, Argyle. Tu te dis, est-ce qu'on me propose un bain de boue? Oui, mais et là, c'est peut-être le problème. Peut-être que les gens se sont dit, attends, c'est un peu chelou, mon meilleur pote me propose de faire un bain de boue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il veut que ça devienne plus? Et en plus, c'est peut-être un frein. Manger du popcorn dans l'argile, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment. Le principe du popcorn, c'est que ça tombe et que tu le ramasses après sur ton pull tout au long du film. Tu vois, tu récupères et t'as fini au bout de 10 minutes de film. On était bien. On était bien. Popcorn. Et t'as fait le pas de trop. Mais il y a un film par contre qui ne marche pas aux États-Unis, mais qui a très bonne presse. C'est Drive Away Dolls. Voilà. Qu'est-ce que je veux rajouter d'autre, mon cher Greg? Y en a, figure-toi, que Bob Marley, je voulais juste vous dire, avant que Dune ne lui prenne sa place de meilleur démarrage de l'année en France, était le meilleur démarrage de l'année en France, et qu'il est sorti la même semaine que Madame Web, et qu'il l'a littéralement écrasé. Et félicitations au film La Zone d'intérêt, qui a fait 600 000 entrées déjà en France. Donc c'est amplement mérité par le réalisateur de l'excellent Under the Skin, film. Donc La Zone d'intérêt, on en a déjà parlé la dernière fois, qui a, lui, de son côté, des critiques absolument dithyrambiques, et qui a gagné, d'ailleurs, les BAFTA, plusieurs prix au BAFTA, dont le BAFTA de meilleur film anglais. On va passer à Madame Web, j'espère que je le dis bien cette fois. Madame Web, donc vous en avez forcément entendu parler, il s'est un peu agité les réseaux sociaux, la sortie du nouveau film Sony dans l'univers de Spider-Man sans Spider-Man, alias raccroché à Morbus, raccroché à Kraven qui va sortir, raccroché à Venom bien évidemment, et Madame Web avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney et Tahar Rahim notamment. Et ce film a fait beaucoup parler, d'abord parce qu'il a des critiques absolument catastrophiques, on a rarement vu ça. Alors sur les réseaux sociaux, les gens qui l'ont vu dépeignent des choses qui sont tellement incroyables que du coup d'un film dont je me moquais complètement, maintenant j'ai envie d'aller le voir. Et les critiques plus professionnels le détruisent également, et ça a eu des conséquences sur le film
au box-office, et notamment sur les préventes, puisque les exploitants de salles aux États-Unis ont remonté l'information comme quoi il y avait eu énormément de préventes qui avaient été annulées au dernier moment, et du coup le film a signé un premier week-end aux États-Unis absolument catastrophique, et lors de son deuxième week-end, le film n'a rapporté que 5 millions de dollars seulement, ce qui est vraiment vraiment très peu, surtout sur un deuxième week-end, et il est que quatrième au bout de son deuxième week-end. Le film a récolté 80 millions de dollars au moment où on vous parle, c'est vraiment vraiment peu, et là on est sur un énorme flop, disons-le clairement, au même titre qu'Argyle. Donc voilà, et alors le truc qui a fait énormément parler, c'est bien évidemment la promo du film, emmenée par son héroïne Dakota Johnson, qui va bien, j'en parlerai peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo news, puisqu'elle a rejoint le casting d'un potentiel très grand film, donc sa carrière ne va pas être du tout stoppée par Madame Web. Mais alors Dakota Johnson en promo a été ce qu'on appelle une excellente cliente, et aussi je pense c'est un peu vengé de ce que on lui a fait tourner, à mon avis consciente de la qualité du film qu'elle doit vendre. Donc elle a fait plein de trucs en promo qui sont complètement dingues. Elle a fait des dizaines et des dizaines d'interviews où elle parle du film, et en toute fin de promo, dans une interview, alors qu'elle a parlé du film maintes et maintes fois, elle avoue qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu le film. Quand elle a chopé le rôle, elle a dit qu'elle était extrêmement ravie parce qu'elle adorait regarder les films de Marvel. Et en pleine promo, elle a dit qu'elle n'avait quasiment vu aucun Marvel. Elle a dit « J'ai vu 4% des films Marvel ». Donc quand on sort un chiffre comme ça, c'est bien évidemment qu'on rigole et surtout qu'on tourne en dérision cette promo. Il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit où on lui demande de citer donc les films Spider-Man, et elle dit le premier c'est Spider-Man Here We Go. Elle connaît aucun Spider-Man. Elle se moque d'une cascade ridicule dans le film, et elle dit qu'elle mérite un Oscar. Elle a dit au SNL, mon cher gars, ça j'ai trouvé ça très drôle, ce film a été généré, c'est le meilleur film généré par IA pour votre petite amie. Vraiment plein de choses qui font que Dakota Johnson a tiré une balle dans le pied de Sony, et je pense c'est ce qu'elle cherchait, parce que dans une des interviews qu'elle a fait, c'est une des premières choses qui est remontée dans la promo du film, elle a expliqué que quand elle a signé pour Madame Web, on lui a présenté un scénario, et que lorsqu'elle est arrivée sur le tournage, le scénario avait totalement changé. Elle précise bien que c'est pas grave, le réalisateur a été extraordinaire, que le film est fantastique, ok, mais on sent vraiment ça, par contre, c'est du bullshit. Mais on sent qu'il y a une vraie amertume de sa part. Et dans l'interview, elle explique aussi que le film changeait constamment pendant le tournage, au point où elle ne comprenait absolument rien de ce qu'elle tournait. Mais elle le redit, c'est pas grave, le réalisateur savait, mais bon, ok. Bref, c'est ce qu'on appelle un gros naufrage, et j'espère que Hollywood en tirera des leçons, surtout que à côté, quelques jours après, Dune 2 débarque au cinéma et donne une grande leçon de blockbuster à bien des films. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. À toi. Juste, on est d'accord qu'on en a parlé un petit peu en off, et je voudrais juste contrebalancer ce que tu dis sur Madame Web 2. En fait, les acteurs, avant d'aller en interview, ont un training, un média training, qui peut parfois durer plusieurs jours, où on leur explique qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment réagir. Et en fait, ils sont entraînés, puisqu'évidemment, n'importe qui dit une bêtise peut avoir un impact de plusieurs millions. Donc, ils prennent pas de risques, et souvent même ces interviews sont faites avec quelqu'un qui représente le film sur le côté. Donc, en fait, si elle dit tout ça, c'est pas pour le délire, c'est parce qu'elle veut vraiment faire passer un message, quoi. Elle est vraiment en guerre avec la production d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as envie de le voir, ce Madame Web, après tout ce qu'on a pu en dire ? Moi, ça m'intrigue vraiment. Hein. Le Sonyverse, je m'attends au pire film. Sonyverse Spider-Man. Moi, j'aime pas les Venom. Les Venom. Morbus, c'était long de ouf, quoi. Et là, ce qu'on voit sur Kraven, sur Madame Web, ça donne pas du tout envie, quoi.
Craven, de mémoire, c'est vraiment le trailer quand il est sorti pour lequel j'ai vu le plus de réactions négatives. J'avais pas d'autres souvenirs de films aussi mal accueillis sur un trailer. En même temps, sortir un film sur Craven, quoi. Mais ça va. Quelle est la grand-mère qui va sortir pour voir ce film? Le personnage est très sympa s'il est bien travaillé. Mais non, mais c'est le méchant numéro 10 de Spider-Man. Oui, mais il est très sympa. Regarde dans le trailer de Spider-Man 2, le jeu vidéo, quand tu vois Craven apparaître dans le trailer qui est présenté. T'es plus content quand tu vois Spider-Man ou quand tu vois Craven? Objectivement? Ouais. Entre toi et moi? Ouais. Spider-Man. Et t'es plus content de voir Miles Morales ou de voir Craven? Enfin, tu vois, on peut faire la succession de ouf. T'es plus content de voir Mary Jane ou Craven? Enfin, c'est le personnage numéro 10 de... Je serais plus content de revoir l'Oncle Ben 1 minute que de voir un film de Craven. Donc, ouais, bon, enfin bref. Non, mais c'est un personnage qui est pas inintéressant, Craven. Tu vois, c'est pas le pire des méchants de Spider-Man. Je préfère un Craven, non, mais Scorpion. C'est pas le pire. Donc c'est vraiment une raison pour laquelle sortir 100 millions ou 150 millions pour faire un film. Moi, je préfère Craven à Rhino, par exemple. Et bon, vas-y. Allez, à toi. Quelle est ta première news, mon chat Greg? Fais-nous rêver. Autant que je vous ai fait rêver avec Argile. Non, mais tu vois, par exemple, Sandman. Ne nous laisse pas de marbre. Non, mais l'homme de sable, il est 1000 fois plus intéressant. Enfin, bref. Que Craven? Ah, je trouve pas, moi. Alors, moi, je voulais vous faire ma news de la semaine, c'est Dragonlance. Alors, Dragonlance, ça va parler que aux fans de Donjons et Dragons. Donc, Donjons et Dragons était censé sortir un Donjons et Dragons cinématique universe. Il y a une série animée qui est le Dragon Prince, qui est sur Netflix, si je ne me trompe pas. Il y a une série donc sur Vox Machina qui est en ce moment sur Amazon Prime. On a fait la saison 2 et qui est sur donc des gens qui jouent à Donjons et Dragons et qui ont inspiré et créé donc cet anime. Il y a le film Donjons et Dragons qui est sorti il y a 1 an ou 2, l'année dernière. L'année dernière. Que j'avais trouvé très chouette d'ailleurs. Oui. Et il y a la critique sur la chaîne. Et du coup, il y avait une série en préparation, Donjons et Dragons. Série qui avait fait parler d'elle, puisque c'était nul autre que le mari de Sofia Vergara, comme Kerr le connaît, donc John Manganiello. Mangoliano. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, l'acteur de True Blood qui jouait. Cet acteur connu. Non, mais il est connu. Mais oui, bien sûr. C'est juste qu'on sait pas du tout. C'est un joueur de Donjons et Dragons. Et donc, du coup, cet acteur connu. Qui jouait Deathstroke dans la Justice League. Et donc, eh bien, en fait, était connu comme étant fan de Donjons et Dragons. Et des studios lui avaient donné le développement de cette série. C'est une série qui a été développée du coup depuis plusieurs années pour adapter une série de romans qui s'appelle donc dont la collection des livres s'appelle Dragonlance et du coup en série. Les ambitions décrites étaient évidemment, comme toujours à chaque fois qu'on parle de fantasy, la nouvelle série Game of Thrones, celle-là vous la connaissez, et avec des inspirations du Seigneur des Anneaux, vous le connaissez aussi. Et du coup, en fait, donc cette série, eh bien, elle est cancel, elle est annulée, ou en tout cas, elle est reportée indéfiniment. C'est ce que Manganiello a dit il y a quelques jours, du coup, sur YouTube. Manganiello. Pardon? Manganiello. Oui. Non, je te reprends parce que les gens qui disent bien Argyle disent bien Manganiello. Ouais, sans doute c'est les mêmes. Et du coup, le truc, c'est que et du coup, donc les trucs, c'est que la finalité de cette aventure, c'est que donc ce qu'il expliquait, c'est que il y a une des personnes qui avait validé Game of Thrones chez HBO, qui a été débauché chez E1. E1, qui était une société de production que possédait la même société mère de Donjons et Dragons. Il a validé pour avoir son Game of Thrones du côté de E1, cette série de Donjons et Dragons. Sauf que l'année dernière, E1 a été liquidé après le demi-succès du film.
Du coup, Iwan a été revendu, liquidé à Lionsgate, si je me trompe pas. Et du coup, Lionsgate a dit oh là là, une série avec beaucoup de budget, on verra plus tard. Donc la série est mise sous le tapis, annulée. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Donjons et Dragons qui avaient très envie de voir l'adaptation de Dragonlance. C'est une série de bouquins que je n'ai pas lu. Et du coup, là, Mangello, il est parti dans une espèce de tentative de chauffer Internet pour prouver qu'il y a un fandom suffisamment important pour pouvoir financer la série. Visiblement, pour l'instant, c'est pas parti pour. La vidéo, il l'annonce, ça fait 150 000 vues. C'est pas non plus internationalement le succès de la Terre. Mais c'est vrai que comme il y a eu depuis plusieurs années des séries qui ont été sauvées par le choix du public ou même qui ont été financées par vraiment un engouement du public, Lucifer, il n'y a pas très longtemps, qui avait été, suite à un énorme plébiscite du coup du web, qui avait été repris du côté de Netflix. Et là, il essaye de faire racheter les droits par quelqu'un d'autre. Mais cette série est annulée. Voilà. Et petite anecdote sur Joe Manganiello. Déjà, tu as dit que c'était le mari de Sofia Vergara. C'est faux, ils ont divorcé l'année dernière. Tu n'es pas au courant, visiblement. C'était pour montrer vraiment auprès de toutes les personnes qui regardent cette vidéo que celui qui connaît tous les gossips, c'est Bibi. Ouais, mais alors par contre, pour parler plus sérieusement, il a un vrai rôle dans l'univers, et je pense que tu confirmeras, dans l'univers Donjons et Dragons, parce qu'il contribue vraiment à casser l'image du geek, tu sais, un peu bouboule, un peu qui joue à Donjons et Dragons, parce que Joe Manganiello, alors que tout le monde joue à Donjons et Dragons, enfin, il faut sortir du cliché, et Joe Manganiello, c'est vraiment le beau gosse de True Blood, hyper baraqué, le brin ténébreux, etc., qui a eu beaucoup de succès dans True Blood, qui accessoirement a failli être C'est surtout le Superman. Flash de Spider-Man. Oui, des premiers Spider-Man. Tu sais qu'il a failli, il devait, parce que c'était pendant le tournage de True Blood, il devait jouer Superman, et comme il n'a pas pu se rendre dispo à cause de True Blood, c'est Henry Cavill qui a eu le rôle. Donc pour répondre juste à cette phrase-là, en fait, c'est un fan de longue date de Donjons et Dragons, donc oui, ça, il servait, mais en fait, le truc, c'est que s'il en a beaucoup parlé, c'était parce qu'en fait, il était payé par Wizards of the Coast, donc les gens qui possèdent Donjons et Dragons, pour que ce soit un ambassadeur. Et il a expliqué que ça faisait 7 ans qu'il était payé. Lui, il avait accepté pour, du coup, en fait, faire financer et valider son Dragonlance. Et du coup, tout ça, c'est fini. Voilà. Et alors, je termine mon anecdote pour dire que Dragon, il y a effectivement pas mal de gens qui jouent à Donjons et Dragons. Peut-être tout le monde, c'est un peu large. Mais quand je veux dire tout le monde, c'est beaucoup de gens grâce toutes sortes de personnes, mon cher Greg. À Stranger Things. Stranger Things, énorme boost de joueurs a généré énormément de nouveaux joueurs. Et Big Bang Theory un peu aussi ou pas? J'en ai jamais entendu parler comme un effet. Mais alors par contre, dans Big Bang Theory, Joe Manganiello est dans les soirées de Donjons et Dragons où Léonard va avec parfois Sheldon. Quoique Sheldon aimerait y aller plus, où il y a notamment Karim Abdul-Jabbar, le basketteur également. Et du coup, niveau news, tu voulais enchaîner? Maintenant, je vais passer au point pigeon, mon cher Greg. Et il est beau, ce point pigeon. J'aimerais, s'il te plaît, un beau roucoulement. Alors, je vais le faire. Aouh, aouh. Ouais, là, c'est pas le plus beau des pigeons parisiens, mais on va faire avec d'abord. C'est parce que les pigeons deviennent de plus en plus des prédateurs et du coup, ça me fait penser au loup. Tu t'es pas baladé dans les rues de Paris depuis longtemps, mais je peux te dire que ça craint. Si tu vois des pigeons, années d'avoir des changes de films côté. sur des vampires et des pigeons-garous. On n'est pas très loin de ça. J'ai reçu mon petit mail. Tchernobyl près. Ouais. J'ai reçu mon petit mail, mon cher Greg, de Prime Video, me disant cher abonné Prime Video, on vous aime tellement qu'à partir du 9 avril 2024, il y aura de la pub
dans Prime Video. Donc voilà, c'est la confirmation. Donc pour moi, ça passe toujours pas et voilà. Donc alors qu'est-ce que concrètement, on en avait déjà parlé, mais c'est confirmé. Concrètement, c'est quoi? Si vous ne changez pas votre offre Prime Video à partir du 9 avril 2024, eh ben vous aurez de la publicité. Alors c'est marqué en quantité limitée, mais ça veut absolument rien dire quantité limitée. En effet, elle est limitée, hein, heureusement. Je veux dire, si on a 3-4 jours de pub entre chaque épisode, c'est compliqué. Et donc, si vous ne voulez pas de cette publicité que vous n'avez pas demandé, par exemple en vous abonnant sur un an, mais je vais en parler après, eh ben, vous devez payer 1,99€ de plus par mois. C'est donc une augmentation concrète, cachée de votre offre actuelle, puisque si vous voulez garder votre offre telle qu'elle est aujourd'hui, vous devrez payer 2€ de plus par mois. Et si vous ne voulez pas, eh ben vous allez vous manger de la pub. L'annonce est particulièrement mal accueillie. Ça, c'est indéniable. Je trouve beaucoup plus que l'augmentation des tarifs Netflix, par exemple. Et je pense que la raison, c'est qu'en fait, c'est une augmentation cachée. C'est s'ils avaient dit, on vous augmente le tarif de... petite vanne. C'est qu'en fait, Amazon te gonflait déjà avec la pub, mais pour ses autres séries. Tout à fait. Et du coup, ça se trouve... Non, mais on va voir comment c'est implémenté, mais ça se trouve, la pub, c'est juste qu'au lieu de mettre la pub pour une autre série, ils vont te mettre une pub pour du liquide vaisselle, quoi. Oui, mais moi, ça non. Alors, il y a eu plein de réactions, bien évidemment, dans les trucs qui font que ça va pas. C'est que, bien évidemment, on retrouve sur le modèle de la télévision, alors que potentiellement, les gens qui se sont abonnés aux plateformes VOD l'ont peut-être fait pour fuir la publicité. Il y a quand même une grande différence avec la télévision, c'est que, bien évidemment, là, vous payez votre abonnement à Prime et en plus, vous avez de la pub. Et puis surtout, moi, ce qui m'a doucement fait rire, c'est les raisons. Les raisons avancées par Amazon Prime, qui pour le coup sont exactement les mêmes que Netflix, Disney, Apple quand ils ont augmenté les tarifs de leur plateforme. C'est cela nous permettra de continuer. J'aimerais que vous pleuriez en même temps que je... Parce que c'est très émouvant. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissements sur le long terme afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video. T'es bête, mais c'est marrant. Voilà. Mais est-ce que ils ont tout donné sur les anneaux de pouvoir? Ils donneront encore plus sur cette saison 2. Bah oui. Ah oui. Bref, moi, le point pigeon, c'est quid de ceux qui ont pris un abonnement d'1 an comme moi et qui ont donc payé un abonnement d'1 an comme moi. Et en fait, quand on a pris notre abonnement d'1 an, on n'avait pas cette information qu'on allait avoir de la pub. Et donc, il y a eu un peu mensonge sur la vente de produits. Alors, bien évidemment, Amazon précise dans le mail qu'on peut résilier notre abonnement. Ok, très bien. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Et il y a notamment des personnes qui ont décidé d'attaquer en justice Amazon pour donc l'ajout de publicité dans Prime, parce que dans le prix de l'abonnement annuel, il n'était pas indiqué qu'un jour, il y aurait au cours de l'année d'abonnement, il y aurait un changement aussi radical avec l'ajout de la publicité. Alors, est-ce que cette attaque en justice ira jusqu'au bout? On verra. Mais en tout cas, je tenais à le souligner. Et vu le contexte, mon cher Greg, un point pigeon en cache forcément un autre. Et donc, il y a une autre augmentation des prix. Et cette fois, ça concerne le cinéma et les grands de chaînes de multiplex, puisqu'on a une augmentation, alors apparemment du prix des places dans les pâtés et les UGC. Je ne peux pas confirmer, je vais pas dans ni pâté ni UGC, donc je ne saurais le dire. Il y a aussi une augmentation du prix des places de l'IMAX et il y a surtout une augmentation du prix des abonnements. Par exemple, donc chez UGC et chez Pathé. Chez Pathé, l'abonnement individuel passe à 23€. Je peux te raconter une blague par mois. De quoi? Je te raconte une blague. Du coup, donc, j'ai résilié mon abonnement à UGC puisque je vais bouger et à l'endroit où je vais, il y a moins d'UGC qu'il n'y a d'autres marques de cinéma. Et du coup, il m'appelle pour... Et donc, en fait, déjà, il t'oblige à rester plusieurs mois pour, soi-disant, pouvoir traiter ta demande. Donc ça, c'est vraiment la carotte pour pouvoir te...
Enfin bref. mais ça se fait pas comme ça, hein, une résiliation. Non, bien sûr. Et donc le truc, c'est que même quand c'est une résiliation qui était, enfin bref. Et du coup, donc ils prennent plusieurs mois pour traiter le truc, et ensuite ils t'appellent. Et donc là, j'ai reçu un mail pour me dire, monsieur, appelez-nous. Après, j'ai reçu un appel après le lendemain, j'ai reçu j'ai reçu un appel qui est passé en répondeur. Mais ils m'ont dit, monsieur, c'est UGC, il faut nous parler. Le lendemain, le lendemain, je reçois un nouvel appel. Bonjour, alors comme vous avez demandé à être rappelé lors de votre appel. Bah non, j'ai rien demandé moi. Et du coup, je tombe sur quelqu'un du GC qui est vraiment une dame charmante qui m'explique. Elle me dit voilà, alors pourquoi est-ce que vous avez coupé votre abonnement et tout. Et donc du coup, je lui ai dit je vais bouger. Que les puces de lit dans le cinéma où j'allais, forcément a un peu cassé ma confiance personnelle envers la marque. Et elle me dit oui, mais alors maintenant, vous savez, monsieur, on passe avec des chiens, on a des contrats et tout. Et je lui dis mais le pire qu'une marque peut faire, c'est mentir. Et là, ce qu'on a entendu dans la presse, c'est que UGC aurait dit que c'était bon, alors que les employés disaient visiblement que rien n'avait été fait. Je lui dis, ça casse la confiance avec la marque. Elle me dit, non mais je comprends, c'est pas facile. Par contre, monsieur, on a une offre vraiment qu'on peut vous faire pour que vous restiez. Et je lui dis, ok, c'est quoi ? Et je me suis dit, c'est quoi ? Peut-être ils offrent une voiture, tu vois, un truc genre vraiment reste. Et là, il y a une très belle voiture à la clé. Et donc le truc, c'est que elle me dit, alors voilà, en fait, on vous fait 2 mois offerts, mais par contre, c'est vrai que faut que je vous le dise, le prix de votre abonnement va augmenter. Je lui dis, mais Madame, il ne vous donne vraiment rien. C'est très difficile pour vous, ce job. Vous êtes là pour essayer de garder des gens en disant bon, alors voilà, je vous préviens par contre que si vous restez, donc c'est des personnes, donc elle, son travail, c'est d'appeler des gens qui ont envie de se barrer et elle les rappelle pour leur dire je vous offre un mois, mais par contre, après, c'est plus cher. Comment C'est génial. Mais comment cette dame peut... Mais ils l'ont vraiment envoyé sur un chemin pour perdre. Ça, voilà. Et du coup, vraiment, les employés chez UGC, il y a plein de gens super charmants. La dame était sympa. Mais là, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Alors, je comprends la mécanique. Il y a moins de gens dans les salles. Il faut donc augmenter le prix pour pouvoir garder les salles. Mais là, c'est la mécanique de l'enfer parce que ça donne pas du temps de rester. Non, il n'y a pas moins de monde dans les salles. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Il y a plus de monde en 2023 qu'en 2022. Hein. Oui. La fréquentation remonte. Hein. Compare pré-Covid. Ah, ça, on en avait parlé. C'est équivalent. C'est presque équivalent. Ils ont perdu un peu, certes, mais il faut dire qu'en 2023, tu as parlé des punaises de lit, etc. Il y a quand même eu aussi l'absence de très très gros films. On n'a pas eu de gros Marvel. Alors après, je vous invite à aller voir la vidéo sur le cinéma est-il mort. Il y a plein de raisons pour lesquelles le cinéma va moins bien. Oui. Mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, on voit des salles, et en tant que Parisien, je vois des grandes salles connues qui étaient des salles qui ont fermé. Il y a des très gros cinémas. Oui. Par exemple, à Montparnasse, il y a un très gros cinéma qui a fermé et tout. C'est... voilà. Bon, après, c'est... Je vais pas refaire la vidéo sur le cinéma est-il mort. Il y a la pression du streaming, il y a les films qui aident moins qu'avant à aller voir au cinéma. Bon, voilà. Alors après, là on parlait du GC, là Pathé a aussi augmenté son abonnement, j'ai dit, ça passe à 23 €. Oui, et pour le coup, je vais au cinéma dans les deux. Mon IMAX est un Pathé, mes cinémas réguliers, c'est des UGC. Il y a des cinémas indépendants où je dois aller à côté de là où je vais travailler parfois. Donc le truc, c'est que c'est un peu la même chanson pour tout le monde en ce moment. Ouais. Mais le truc, c'est que moi j'ai vu de différents tweets sur le sujet. Alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent bien évidemment de l'augmentation, et je le comprends parce que vu le contexte où tout augmente, même quand on nous demande de par exemple faire des économies d'énergie et que pour moins consommer, et que à la fin on nous dit vous avez fait des économies, du coup vous avez pas assez consommé, du coup on augmente les tarifs, coucou le gaz. Je comprends que les gens soient absolument lassés de voir tout le monde tout augmenter, et j'en fais partie et ça me rend fou, ok, comme vous. Mais il y a aussi des personnes qui sur Twitter disaient un abonnement pour un ciné illimité à 23 € par mois, si vous consommez beaucoup de cinéma,
ça reste quand même ça vaut le coup. Après, c'est vrai que ça dépend de votre consommation. Et Moi, il est à noter que je trouve qu'il communique pas bien, parce qu'en fait, quand tu regardes les places, donc là, par exemple, quand je suis allé voir Dune 2, il y avait, bon, j'avais encore mon abonnement UGC limité. Il y a, donc je vais prendre l'exemple de UGC, mais tu as l'abonnement qui te fait un illimité à 23 balles. Si tu vas un peu moins en salle, si tu y vas que 2 fois, par exemple, je crois que c'était 16 balles la place. Si t'allais qu'une fois. Donc c'est assez cher. Mais du coup, tu y vas 2 fois, déjà ton illimité est pas mal. Mais si tu y vas une fois par mois, par exemple, ils ont des cartes qui te font 9 balles la séance. C'est juste que tu prends une carte de 5 places. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même plein d'options pour voir du cinéma pas si cher que ça. Faut juste trouver la petite offre qui te correspond, quoi. Mais si tu consommes beaucoup, c'est très très rentable. Hein. Et si tu as la carte aussi, tu vas avoir tendance. Alors après, bien évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend d'où se situe le cinéma, mais tu vas avoir tendance à vouloir y aller pour profiter de ta carte. Mettons Moi, j'ai fait un mois après 35 tes cours films sur mon abonnement pâté. Mettons que quelqu'un qui a envie après ses cours, il sait pas trop où aller pendant 2 heures tous les soirs. Il veut checker son téléphone, il veut pas payer un truc de coworking. Ciné, paf. Il va dans la salle de cinéma, pendant 2 heures il est à l'abri, il fait pas froid, il fait pas chaud. Non mais c'est filou les bons plans, notre ami Karl. Voilà. Bon, c'était un long point pigeon. À toi pour la nouvelle news, mon cher Eric. Alors, puisqu'on était en train de parler des abonnements, qui augmentaient du côté du streaming, alors il y a une petite news qui est tombée du côté d'Hollywood Reporter. En gros, aux États-Unis, il y a un marché de la télé payante. Donc, c'est le câble, le satellite, le fait d'acheter ces films à la location directement sur sa télé, qui est encore très important. Et l'année prochaine, eh bien, il sera dépassé par le streaming, qui sera un marché de 17,3 milliards de dollars, là où la pay télé est annoncée pour arriver à 16,7 milliards de dollars. Il pense que c'est quelque chose qui sera, alors je dis l'année prochaine, d'ici la fin de cette année, la deuxième moitié de l'année, ça devrait déjà être le cap. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que depuis le 2016, il y a plus d'abonnés sur les sites de streaming sur les plateformes de streaming que sur la PTV. Mais par contre, il y a un revenu par utilisateur, donc c'est-à-dire le prix que chacun va payer par mois, qui est bien inférieur sur le streaming que sur la PTV. Sauf que maintenant, le truc, c'est que les plateformes sont arrivées chez les gens et maintenant augmentent tranquillement les prix. Mais c'est surtout grâce à un boost colossal de ce que dit Hollywood Reporter, des revenus publicitaires. Et oui, parce que c'est 9 milliards de revenus publicitaires qui ont été engrangés par toutes les plateformes, donc Netflix, Amazon, sur leur abonnement à tiers, à pub, vous m'avez compris. Et du coup, c'est effectivement plus de la moitié, c'est un tout petit peu moins de la moitié des revenus de toutes les plateformes de streaming qui sont en fait de la pub. Donc quand on expliquait il y a quelques semaines que la pub était un moyen de dire « Ah, on vous baisse un petit peu le prix », mais par contre de récupérer beaucoup plus d'argent en pub, c'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, l'autre solution, ça va être de continuer à faire des tiers payants sans pub qui vont monter de plus en plus pour aller se rapprocher des anciens modèles du câble. Et donc, on est gentiment sur un truc qui est vieux comme le monde. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, en fait, mes produits, ils sont moins chers que tout le monde. » Quand tout le monde achète, il commence à les faire monter quand il a tué la concurrence. Et c'est exactement ce que les plateformes de streaming ont fait. Voilà. Sauf que la concurrence, elle n'est pas tuée, ils sont tous en train de se tirer dessus, donc ça règle pas le... Non, mais là, je prenais l'exemple de quelqu'un qui vient, mais là, c'est toutes les plateformes qui sont arrivées pour faire du mal au ciné, c'est collatéral, hein, mais pour faire du mal au câble. Et là, maintenant, alors ils continuent effectivement de se tirer les uns sur les autres, mais aussi, évidemment, de continuer à tuer la télé câblée. C'est à toi, mon cher Pierre. Eh ben moi je vais vous faire un point Game of Thrones avec plusieurs infos. Il y a un spin-off de GOT qui a été plus ou moins annoncé par Hollywood Reporter. C'est un projet qui avance avec sérieux du côté de HBO. Vous allez me dire encore un spin-off, mais c'est le 212e.
Dans les faits, il y en a eu qu'un pour l'instant, de concret, c'est House of the Dragon. On a un autre qui est en approche et qui va d'ailleurs commencer son tournage. Mais celui que je veux évoquer, c'est celui sur Aegon le Conquérant. C'est le début, en fait, donc du livre Fire and Blood de Greux-Martin. Donc c'est les premiers chapitres. C'est très intéressant à lire, bien évidemment. Alors c'est quoi Aegon le Conquérant? Eh bien, c'est le premier Targaryen qui a quitté Essos en urgence et qui a déboulé Westeros avec donc des dragons et ses 2 sœurs femmes. Et il a conquis Westeros, donc c'est le premier roi Targaryen. Donc voilà, c'est très intéressant dans le bouquin. C'est un peu une ligne droite, donc ça sera pas comme House of the Dragon ou comme Goth. Par contre, ça pourrait être spectaculaire. Moi, je suis plutôt emballé par cette idée de voir Aegon, parce que quand j'ai lu le Fire and Blood, je me suis dit waouh, mais ça serait tellement ouf à l'écran. Que du coup je suis plutôt saucé. Les créateurs de Goth, donc Weiss et Benioff, ont confirmé en interview, là c'était dans le cadre de la promo de leur nouvelle série sur Netflix, que les 2 dernières saisons à l'origine devaient être en fait un film non, une trilogie pour le cinéma, et que du coup ils ont dû changer leur plan. Alors ça faisait partie des choses qu'on avait évoquées il y a quelques temps, quand bien évidemment ces saisons étaient en préparation. Il y avait eu toutes ces rumeurs de trilogie au cinéma, et notamment pour la dernière saison. En fait, c'était bel et bien les 2 dernières, donc la 7 et la 8, qui ont été découpées en 2 parties. Donc voilà, rien de nouveau, mais ça a été confirmé par Weiss et Benioff, qui eux par contre, rassurez-vous, n'ont pas dit qu'ils allaient retravailler sur la franchise Game of Thrones. Et puis, puisqu'on parle de spin-off, House of the Dragon sortira en juin, mon cher Greg. Et ça, c'est une bonne nouvelle, plutôt que prévu, puisque Matt Smith avait dit que la série serait diffusée en août. Ça arrivera dès le mois de juin, et ça sera un mois de juin fort chargé, mon cher Greg, puisque nous aurons face à House of the Dragon, on aura aussi la fête de la musique. Mais ça, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Il y aura l'été, mais il y aura aussi The Boys, la nouvelle saison, qui commence le 13 juin, et la saison 3 de The Bear, la série donc avec Jeremy Allen White en cuistot. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, House of the Dragon en juin. À toi, mon cher Greg. Jean-Michel, à toi. Alors, petite news qui donne un peu une idée de l'état de l'industrie du cinéma en ce moment, et cinéma et séries d'ailleurs. C'est Tyler Perry. Tyler Perry, c'est un des acteurs qui, je crois que c'est l'acteur le plus riche, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il avait gagné de l'argent, il a réinvesti pour créer des studios, et au fur et à mesure, ces studios qui se sont mis à créer d'autres choses que les films sur lesquels il était, est devenu, a gagné beaucoup d'argent et est devenu l'acteur le plus riche d'Hollywood. Et Tyler Perry, en fait, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il avait un plan d'investissement de 800 millions de dollars pour accroître ses studios. Justement, il était prévu qu'il y avait 330 hectares de nouveaux studios qui étaient censés arriver du côté d'Atlanta, avec, pour vous donner une idée comme ça, il y avait 12 studios son, il y avait, enfin bref, un énorme truc, et il a tout arrêté. Et à ton avis, pourquoi il a tout arrêté d'un coup? Tyler Perry? Pour acheter un club de foot? Le Paris Saint-Germain? Tu y étais presque. C'est tout simplement parce qu'en fait, on lui a présenté de nombreux nouveaux outils de création vidéo via IA. Et en fait, il s'est dit que c'était le pire moment possible pour investir et qu'il fallait mieux arrêter, voir où la génération de vidéos par IA allait arriver, mais que pour lui, il y a une grande partie de ses investissements à aller être pour des espaces pour faire des vidéos qui, de son point de vue, d'ici les prochaines années, pourraient tout simplement être générées par IA en quelques instants. Et ça donne une bonne idée de l'impact de l'IA pour Hollywood. Alors il y a pour nous évidemment, mais pour Hollywood, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent tellement pas ce que ça va donner, que même leurs plus gros projets, ils préfèrent les arrêter pour voir un petit peu où le vent va-t-il aller.
Acteur qu'on avait vu, qui a fait plein de trucs, hein, mais qu'on avait vu récemment dans Don't Look Up de Netflix. Tu veux en faire une autre? Oui, alors petite news, le Joker, tu te souviens, le petit film de Joker? Oui. Ah, pas le jus d'orange, le film. Eh bien, le Joker a un petit budget de 200 millions de dollars. Son budget a été annoncé. Alors oui, certes, il y a Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui récupèrent 12 millions chacun, mais du coup, le 200 millions de dollars, c'est un all-in de la part de Warner. Alors oui, le premier était milliardaire si je ne me trompe pas, mais c'était un film qui avait une force par son intimité. Donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans ce deuxième film, mais c'est vraiment genre Warner a dit ok, un film qui marche, on met tout, le 2, vous faites ce que vous voulez, je vous donne tout le budget, c'est parti. Alors c'est le même montant que le budget d'Aquaman 2. Mais oui, mais donc j'espère. Bah oui, mais j'espère surtout qu'ils vont mieux utiliser l'argent qu'Aquaman 2. Il y a ça aussi. Mais donc voilà. Donc je ne m'attendais pas à avoir des batailles rangées entre deux nations dans Une folie à deux, mais peut-être. Alors, puisque tu parles de budget, on sait aussi le budget d'un autre film qui sortira en 2024. C'est Gladiator 2 de Ridley Scott. Le budget est un poil plus gros, mon cher Greg, puisqu'il est de 310 millions de dollars selon The Hollywood Reporter. Et figure-toi qu'en 2023, il n'y a que un film qui a coûté plus cher. C'était Fast and Furious 10, qui avait coûté 340 millions. Il y a The Flash qui est estimé à 300 millions, mais ça reste encore flou, donc il a à peu près le même budget que Gladiator 2. Et La Petite Sirène qui était à 300 millions. Voilà. Donc beaucoup de pognon aussi sur la table pour Gladiator 2. Est-ce que tu veux que je fasse des petites news? Ah ouais, s'il te plaît. Ah, bah je te fais des petites news là comme ça pour te faire plaisir. Dans le New York Times, Christopher Nolan, que ceux qui disent Argyle appellent Nolan, et ben il a dit, il a remercié le MCU. Il a dit que grâce aux films Marvel, les films Marvel avaient aidé donc l'industrie du cinéma pendant la crise du Covid. Et du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il a dit ça. Parce que depuis la crise du Covid, globalement, les films Marvel, c'est pas non plus la fête. Les films Marvel ont surtout énormément marché avant. En dehors de Spider-Man No Way Home, il n'y a pas eu d'énormes cartons. Alors vous allez me dire, il y a Doctor Strange qui a été pas mal, il y a aussi les Gardiens de la Galaxie, ok, mais on est plutôt sur une phase descendante. Ceci étant dit, c'est sûr que quand on ramène plusieurs centaines de millions de dollars à l'industrie du cinéma, je peux comprendre la position de Nolan. Voilà. L'acteur, puisqu'on parle de super-héros et de grands super-héros, Stephen Amell, qui jouait donc Arrow, a obtenu le rôle principal de la série qu'on avait déjà évoquée, qui est le spin-off de la série Suits. Suits, phénomène depuis l'année dernière sur Netflix, série qui, lorsqu'elle était diffusée, avait d'ailleurs, encore paradoxalement, c'est la même chose qu'avec The Office, des audiences plutôt faibles. Suits n'était pas un succès. Ça l'est devenu sur Netflix. Et il y a une série spin-off qui est donc en chantier, qui se déroulera dans l'univers de Suits, mais sans les acteurs de Suits. Donc ça sera un spin-off chelou, qui à mon avis n'aura de Suits que le nom. Et Stephen Amell a chopé le rôle principal. Alors pour ceux qui sont hyper inquiets de sa prestation de sa capacité à faire quelque chose de bien après Arrow, sachez qu'il était le héros de la série Hills sur le catch avec Alexander Ludwig, qui était une très bonne série, qui n'a eu malheureusement que 16 épisodes de saison. Mais quand il veut, il peut, Amell. Voilà. Le film Conjuring 4, mon cher Greg, et ça je sais que tu voulais cette info, sera le dernier de la franchise Conjuring. Oh là là, quel dommage. Et il sera réalisé par Michael Chavez, qui est le réalisateur du dernier Conjuring, qui était de très très loin le plus mauvais des trois, mais aussi réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche et réalisateur de La Nonne 2. 3 films particulièrement mauvais. Ce qui est particulièrement rassurant du coup pour Conjuring 4. Voilà. Et j'enchaîne avec Predator, mon cher Greg.
je pense que beaucoup de gens sont persuadés que Mon Cher est soit ton nom de famille, soit ton titre, un peu comme Mouad'Dib. Toi, tu as Mon Cher. Donc Predator, le réalisateur donc de Prey, Dan Trachtenberg, a donné des nouvelles de la suite. Et figurez-vous qu'il y a un film en chantier, mais qui n'est pas directement une suite de Prey. Alors Prey, rappelons-nous, qui avait été un succès étonnant sur Hulu et Disney+ en France, qui était de très bonne facture. C'était donc Dan Trachtenberg qui avait fait 10 Cloverfield Lane, si je dis pas de bêtises, qui était à la réal. Là, il y a un nouveau film Predator. Tout le monde attend la suite de Prey. Ils font un nouveau film Predator dans le futur, donc rien à voir avec Prey, qui s'appellera Badlands. Et concernant la suite du film Prey, apparemment, avec l'actrice du premier, donc Amber Midthunder, le film serait toujours en préparation. D'ailleurs, Amber Midthunder joue actuellement dans la série Avatar, le dernier maître de l'air, sur Netflix. Puis je termine par une dernière petite news. Christian Bale, que les gens qui disent Argyle disent Christian Bale, jouera Frankenstein. Donc dans le prochain film de Maggie Gyllenhaal. Et figurez-vous que les deux se connaissent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été ensemble. Et là, Greg va dire « Ouais, point gossip, oh là là, t'es incroyable !» Pas du tout. Ils ont été ensemble dans ton film préféré, The Dark Knight, puisque Christian Bale jouait Batman, spoil, et Maggie Gyllenhaal jouait sa petite amie dans The Dark Knight. Voilà. Mon cher Greg, à toi. Alors, tu kiffes comme ça, donner tout de suite l'identité du Batman. Très bien. Eh bien, écoute, on fera... Je me suis dit, il y a prescription. Et du coup, ma news Superman, c'est tout simplement qu'il va y avoir un nouveau titre à Superman Legacy. Ça a été annoncé par James Gunn cette semaine. Et à ton avis, Kerr, c'est quoi ? Aucune idée. Vas-y, eh bien, ça va être Superman tout court. Ah, c'est trop chelou comme nom. Ça se dit comment ? Superman tout court ? Ça n'a aucun sens. Vraiment. Moi, je vois la scène dans le film. Ils vont lui dire Superman, pourquoi tu cours alors que tu peux voler ? Non, mais franchement, vraiment nul. Et moi, en fait, le début de ta vanne était vraiment médiocre, mais tu cours au lieu de pouvoir voler, c'était sympa. Et donc, c'est annoncé pour juillet 2025. Et vous avez tout le cast qui est un peu connu, avec le Superman qui, pour l'instant, ne m'inspire pas du tout. Avec Nico Naut en fait, le Superman qui est annoncé pour Superman tout court, c'est un Superman qui a l'air d'être de la même trempe que le Superman actuel de la série Superman et Lois Lane. Et Lois, ouais. Tu sais qu'accessoirement... En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien cette série, mais je le trouve naze de ouf. Eh ben, tu veux une petite anecdote ? C'est un acteur qui est tout le temps casté pour jouer les bad guys, relous et tout, et dedans, et dans ce rôle-là, il excelle. Du coup, je ne le vois pas du tout en l'humanité, le porteur d'espoir de l'humanité. Enfin bref. Mais après, il peut nous surprendre. Hein, c'est un acteur. Le but, c'est qu'il se transforme pour son rôle. Et bien, nous verrons. Et puis il est tout frêle aussi, c'est assez étrange. Mais il se muscle beaucoup, l'acteur dont on parle, c'est Michael Corenswait. On va avoir du mal à dire son nom à lui aussi. Et alors, petite anecdote, puisque tu parlais de Superman et Lois, ils ont révélé pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé d'arrêter la série. Et en fait, c'est parce que la série est trop populaire et qu'avec le lancement de Superman du nouveau DCU de James Gunn, ils ne voulaient pas que Superman et Lois puissent faire de l'ombre aux nouvelles productions. On gagnait trop d'argent. Là, excusez-moi. Non. On cache là derrière, c'est le coffre-fort. Il est plein d'argent. Auprès des fans. On a plein d'argent et en fait, avec tout cet argent, on s'est dit, on en a trop. Le coffre, il est plein là. Tu vois, on met où ? Ça prendrait de la place dans le salon. Donc ok, écoute, c'était trop un succès, donc du coup on a dû tout annuler et puis rembourser nos dettes. Celui qui croit à ça, c'est vraiment qui est con.
Ah, j'adore ces news. J'adore ces news corporate et tout. Non, elles sont mais super. les audiences, je parle pas des audiences qui étaient moyennes. Je parle de la série avait très bonne presse. Et comme ça vraiment touche les fans, Et en les studios de l'occurrence cinéma, Superman, qu'est-ce qui peut bouger les montagnes? C'est les avis de la presse. Alors là, les avis de la presse, les mecs, ils disent quoi? Vous avez pas aimé ce film, mais il est populaire. Mais vraiment, auprès de la presse, il est populaire. Mais on va financer la suite. Attendez. Attendez, le coffre, vous croyez qu'il sert à quoi, là? Il sert à ça. Attends. Un film est une œuvre d'art, avant tout. C'est Hollywood, c'est exactement le discours. Bien sûr. Je t'ai perdu. Ok, très bien. En fait, on est si pas tu mal, vois là. un studio, il faut que tu penses Picsou. Est-ce que Picsou, il va arrêter de nager dans sa piscine pour te faire un film qui a plu à un mec dans la presse? Je ne crois pas. Du coup, je vais enchaîner rapidement quelques petites news. Il y a un reboot de The Crow. J'avais complètement pas du tout vu passer cette news. Ouais. Avec Il y a les Bill premières Skarsgård, qu'on connaît, hein, parce que du coup, il y a des Skarsgård, il y en a partout, de la fratrie de Skarsgård. Et C'est donc celui de Hit. de quoi? De ça. Je sais Pas de Hit avec De Niro et Al Pacino, mais de Hit avec Skarsgård. Ok. Si vous avez compris, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires. Ça, l'adaptation de ça de Stephen King. Et je n'ai rien compris. Mais si, mais les gens ont compris, c'est tout. Il joue dans une adaptation de Hit de ça de Stephen King. C'est ça que tu es en train de raconter? C'est tout à fait ça. C'est lui qui est joué le clown dans les écoutez, deux films. je n'ai pas entendu, monsieur. Donc, ça sort le 5 juin 2024. Moi, j'adorais The Crow à l'époque. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Et du coup, eh bien, il y a un reboot. Ah oui, un truc marrant. Enfin, pas trop marrant. Il y a, ça y est, il y a une IA qui est sortie, qui a été mise en place et qui est en train d'être testée auprès de certains studios. C'est une IA qui s'appelle DeepDub et c'est une IA qui, en temps réel, peut vous sous-titrer, enfin, peut vous faire des voix de doublage supposément dans toutes les langues à terme. Pour l'instant, c'est toutes les langues vers l'anglais. Et du coup, j'ai pu regarder des vidéos tests pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est pas parfait. C'est pas collé sur les lèvres, etc., etc. Mais c'est assez bluffant. Enfin, vraiment, c'est assez bluffant. L'IA garde les intentions d'acteurs, l'énervement, la tristesse, etc. C'est vraiment très au point. Donc, alors, nous, en France, je pense que ça va être un territoire très particulier parce qu'on est une nation où les gens parlent pas très bien anglais et donc, du coup, qui est très, très doublage. On a des streams sur Twitch de what do you say? What do you say? What do you say with my wife? Et du coup, it's in the kitchen. Et tous les mecs qui savent pas anglais, ils font une blague en disant it's in the kitchen. J'étais sûr que quelqu'un la ferait. Et du coup, le truc, c'est que faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus ça qui soit sans doute intégré directement sur les plateformes pour qu'elles donnent le choix entre regarder VO, VF et avec les doublages. C'est une petite attaque sur le monde c'est une grosse attaque sur le monde du doublage, mais on verra. Encore une fois, en France, le métier de doubleur est assez présent. Mais voilà, on ne voyait pas l'IA arriver par là. Hé, coucou, je ne te voyais pas derrière moi. Ah, tu as un couteau. Ce métier est mort. Voilà, c'est fini. C'est vraiment... C'est formidable avec l'IA, c'est qu'on attend vraiment qu'elle ait pris le boulot de tout le monde pour commencer à réagir. Alors, oui, alors c'est très marrant parce qu'en fait, donc il y a un acteur dont j'ai complètement oublié le nom, qui est un acteur très peu connu, Joel Kim Booster. Voilà. Si vous le connaissez, bravo à vous. Qui faisait une interview dans The Hollywood Reporter et qui dit un truc que j'ai trouvé complètement intéressant. Il dit, mais en fait, les IA devraient prendre le job des exécutifs des studios, puisque c'est de la gestion de thunes.
avant de prendre le job des créatifs. Et c'est vrai qu'en fait, depuis le début, on est en train d'avoir les IA, enfin les studios qui sont en train d'étudier comment on va prendre les IA pour pouvoir retirer ces scénaristes vraiment extrêmement relous. Mais en fait, le travail d'exécutif de juste gérer les budgets, bah, en fait, c'est peut-être ça qui devrait être investigué du côté des IA. Ça a l'air quand même un peu plus simple pour une IA d'optimiser financièrement des trucs. Mais bon. Peut-être que c'est parce que c'est eux qui prennent la décision, je sais pas. Supposition folle. Donc, petite news. Donc, il y a un film qui s'appelle Roadhouse. Roadhouse, film dont je me souvenais pas du tout. Kier en a parlé, je ne m'en souvenais pas. Et donc, c'est un remake d'un film de Patrick Swayze avec Jack Gyllenhaal. Voilà. Et alors, Jack Gyllenhaal et Notorious MMA Connor. Oui. Qui est un des champions de MMA les plus connus. Et donc, le truc, c'est que au final, qu'est-ce qui se passe sur ce petit film ? Il y a le gars qui l'a écrit, qui, du coup, a vendu son film à la MGM. La MGM, ensuite, l'a vendu à Amazon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il devait avoir un certain nombre de brousoufs, qui devait être payé par MGM, mais quand Amazon a récupéré les droits, ils ont refusé de lui payer. En tout cas, ça c'est les allégations, c'est le procès. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Et en fait, visiblement, Amazon, pour n'avoir rien à payer, aurait accéléré la production du film, sauf que le problème qu'ils avaient, c'était que y avait la grève des acteurs, et du coup, ils avaient besoin des acteurs pour boucler le film. À ton avis, quel est le cœur du procès et pourquoi est-ce qu'ils les attaquent et en quoi c'est en rapport avec l'IA ? Parce qu'ils ont remplacé certains acteurs sur des plans par de l'IA. Eh ben t'es pas loin, visiblement ils n'avaient pas le droit d'avoir les acteurs, donc ils ont pris l'IA pour régénérer les voix d'acteurs et le remettre sur des scènes, sur certaines scènes. Ce qui est normalement pas autorisé, et du coup si c'est vrai, bon c'est tout un bordel, donc ça veut dire qu'ils devraient être payés, ça veut dire qu'ils ont utilisé pendant la grève des acteurs qui disaient on veut pas être utilisé en IA si on n'a pas validé, donc ce serait un beau bordel. Voilà. Ouais. Moi, mon cher Greg, je vais terminer rapidement par différentes cérémonies qui ont eu lieu récemment et la distribution de prix. Je vais faire vite, il y en a eu 3 majeurs. Hein. Il y a eu les SAG Awards pour les acteurs. Il y a eu les BAFTA, donc qui est l'équivalent anglais des Oscars. Il y a bien évidemment eu les Césars. Je vais commencer par les SAG Awards, donc la Screen Actors Guild Awards, qui donne déjà une bonne idée un peu de ce que pourraient être les Oscars. Dans la précédente vidéo, je vous disais qu'il y avait surtout une lutte entre Emma Stone et Lily Gladstone, donc pour le prix de meilleure actrice. Aux SAG Awards, c'est l'actrice de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, qui a eu donc le prix. Cillian Murphy, meilleur acteur. Oppenheimer, meilleur casting. Da'Vine Joy Randolph, meilleure actrice dans un second rôle. Les archi favorites, l'actrice de Winter Break, The Holdovers, donc pour les Oscars. Niveau des séries, niveau casting, c'est The Bear pour les séries comiques. Série dramatique, c'est Succession, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et il y a eu un prix pour Pedro Pascal pour meilleur acteur dans une série dramatique pour The Last of Us. Donc voilà, acharné aussi, Stephen Yeun, enfin voilà, il y a eu plein de... Mais c'est, on va dire, très classique. Et au niveau des BAFTA, et donc pour les BAFTA, donc les Oscars anglais, Oppenheimer a gagné meilleur film, il est archi favori pour les Oscars. Cillian Murphy meilleur acteur, Da'Vine Joy Randolph meilleur second rôle féminin, Robert Downey Jr. meilleur acteur pour un second rôle, Nolan a eu le meilleur réalisateur, Le Garçon et le Héron a eu donc meilleur film d'animation, et j'ai dit un peu plus tôt dans la partie box office, mais le film La Zone d'intérêt a eu le prix du meilleur film anglais, puisqu'il est anglais, réalisé par Jonathan Glazer. Puis comme ça, Ludwig Göransson a eu le prix de la meilleure BO pour Oppenheimer.
Donc gros carton pour la zone d'intérêt, il faut le souligner. Et le film français Anatomie d'une chute continue de rafler des prix en veux-tu en voilà, puisqu'il a eu cette fois le meilleur scénario original. Et Anatomie d'une chute, eh bien, qui a eu la Palme d'Or, qui a eu des Golden Globes, récupère aussi une grosse partie des Césars, et notamment les plus importants. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original pour le film de Justine Triet, qui n'est que la 5e réalisatrice à avoir le César du meilleur film en 49 éditions de César, et c'est surtout la 2e réalisatrice à avoir le César de la meilleure réalisation après Tony Marshall pour Vénus Beauté en 99, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour Anatomie d'une chute. Et pour terminer sur les Césars, après le sacre d'Anatomie d'une chute, celui de Raphaël Quénard, qui je trouve aurait pu avoir bien mieux que ce qu'il n'a eu. L'acteur de Yannick et notamment de Chien de la Casse a été incontestablement la grande révélation du cinéma français en 2023. Il a enchaîné les films et que des grandes prestations. Et Raphaël Quénard a eu la révélation masculine de l'année. Il n'a pas eu meilleur acteur, qui a été donné à Harry, je vais massacrer son nom, je suis désolé, Harry Warfalter pour le film Le procès Goldman. Qui est excellent dans ce film, donc il n'y a pas de scandale, mais c'est vrai que Raphaël Quénard a eu une très très belle année 2023. Et puis alors on a quand même, mon cher Greg, fait venir Christopher Nolan en France pour les Césars, et alors qu'il gagne tous les prix pour Oppenheimer, on ne lui a pas donné le meilleur film en langue étrangère, donc en l'occurrence film qui n'est pas français. Donc Nolan est reparti bredouille des Césars. Voilà mon cher Greg pour cette cérémonie. Notons quand même que Le règne animal a eu aussi beaucoup de prix, le film avec Romain Duris. Voilà, je te laisse conclure. Eh bien, merci à tous d'avoir survécu à cette vidéo. On vous souhaite une longue vie. Je ne vais pas parler trop fort parce que je sais que certains dorment en fin de vidéo. Et c'est la petite partie ASMR. Des bisous à tous. Main sur le cœur. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou un like sur YouTube ou les deux. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous voulez faire du bien autour de vous. Car le partage, mon cher Kerr, c'est la vie, sauf si vous avez un compte Netflix. Et des bisous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.